Merci, ça fait chaud au cœur. On est hyper content que vous soyez là tous les 5. C'est un de nos coups de cœur cannois. Du coup, on l'a eu avant Cannes, parce qu'on a eu la chance de voir grâce à Gaumont avant Cannes. Mais on voulait à tout prix que vous soyez de nouveau là. Et en fait, c'était facile, puisque vous aviez promis de revenir et qu'on sait maintenant que vous avez une parole, quoi. Ça s'applaudit quand même, non? Bon, il y a quelqu'un au téléphone qui m'a dit mais tu reviendras pour le prochain, il a dit ça dépendra du débat de ce soir. Donc ça va peut-être bon quoi. Hein. Ah oui, mais il faut qu'ils viennent dans la lumière. Faut qu'ils viennent dans la lumière déjà. Ah bah oui, sinon vous allez faire engueuler. Ah bah voilà. Voilà, là on les voit là. Il faudrait applaudir parce qu'ils sont encore plus beaux. Ouais. Bon, on va commencer un petit peu simplement pour vous. Je pose 3-4 questions, puis après c'est eux qui prennent le relais, tout ça. Non, il y a deux choses très en amont du film. D'abord, il y a votre travail, vous, votre contact avec les associations qui ont inspiré le film. Et ensuite, à un moment, il y a une espèce de commande de Canal, si j'ai bien compris, dont je veux bien que vous racontiez d'abord votre rapport à ces associations, qui ont finalement, qui sont devenues deux parts essentielles du film. Et puis ensuite, comment tout à coup c'est devenu d'abord un documentaire avant de devenir ce projet de film. Oui, déjà, on est très heureux d'être là. Déjà, je le dis pour Eric et moi, c'est une date qu'on avait marquée d'une pierre blanche, le Méliès à Montreuil. Notamment, on joue à domicile pour Redam, déjà, c'est important. Et oui, c'est vrai qu'on connaît ces deux associations depuis presque 20 ans, déjà, parce que on a fait des colonies de vacances étant plus jeune, et Eric avait rencontré Stéphane Benamou, qui est joué par Vincent Cassel. Pas comme enfant, comme moniteur et directeur. Moniteur dans un stage de formation, justement. C'est comme ça qu'il l'avait rencontré. Et puis, quelques années après, il avait appelé, il avait dit « Je crois que tu veux faire du cinéma, j'ai besoin d'images pour aller à la mairie de Saint-Denis et dans divers... pour essayer de montrer ce que je fais pour récolter de l'argent, pour m'occuper de ces enfants-là. » Et c'est une des premières fois que de notre vie qu'on a filmé quelque chose. Eric m'a appelé, m'a dit bah, « Viens, je veux faire des images dans une association pour lui. » On est arrivé exactement comme le personnage, comme Vincent Cassel au début du film, quand il rentre, on est arrivé, on dit où est-ce qu'on est arrivé? Et puis on a été impacté, et il y a quelque chose qui est resté en nous et qui ne nous a plus jamais quittés jusqu'à maintenant, quoi. On savait qu'il y avait matière à faire. Il y avait tout ce qu'on aimait dans ce que faisaient ces deux personnages-là, que Stéphane Benamou et Daoud Tatou. On a lié d'amitié avec eux, on a participé comme on le pouvait pour les aider, parce qu'ils font un combat au quotidien qui est incroyable, vous l'avez vu. Et puis voilà, et puis après, c'est vrai qu'il y a eu Canal+, qui nous a fait une commande. Eric, tu racontes la commande, c'était de nous donner, c'était un honneur, et de donner 26 minutes d'antenne où on faisait ce qu'on voulait pour un documentaire. Donc on s'est dit que c'était une responsabilité, qu'est-ce qu'on pouvait faire, puis c'est le moment où on s'est dit, tiens, si on allait les filmer, ces deux-là, où ils en sont maintenant, etc. On a filmé, on a passé encore quelques jours avec eux, et on avait appelé ce documentaire, on devrait en faire un film,
c'est une expression que vous avez souvent dans votre entourage quand vous faites du cinéma. Il y a quelqu'un qui vient et qui dit tu devrais faire un film, j'ai une histoire. Généralement, ça ne vaut pas grand-chose, ou c'est moins intéressant. Là, c'est nous qui nous le disions entre nous. On dirait un jour, il faudrait en faire un film. Je crois qu'on n'avait pas les armes, on n'avait pas l'angle, on n'avait pas encore la maturité, etc. Et puis sans faire de liaison, mais à un moment, après le sens de la fête, où on a eu envie d'entendre les gens rire, on avait peut-être envie de se replonger dans une veine un petit peu plus sociale, où il y a du sens, etc. Et on a cherché du courage. On a été dans un bar à Montreuil, notamment, puisqu'on y est, pour ne pas faire de la démagogie. Et on a demandé, est-ce que vous nous suivriez si on allait dans cette direction-là? On n'a pas de scénario, on a juste une proposition à vous faire. On a fait la même à Reda et à Vincent. On a dit, venez 2-3 heures avec nous dans les associations, dans les deux. Hein. Chacun ne va pas dans l'association de celui qui va jouer, mais dans les deux. Et puis au bout de 2-3 heures, si ça ne vous intéresse pas, on aura pris un café, on sera connus. Si ça vous intéresse, ça va te donner un petit coup de fouet. On a eu une réponse d'un genre de turbo, de dire, vous êtes malade, il faut absolument y aller. C'est au contraire... ils ont eu les deux les mêmes réactions, et du coup, derrière, on a dit, bon, maintenant, il faut l'écrire. C'est là que la difficulté a commencé, parce que voilà, faire venir tout un tas de non-acteurs dans un tournage, et puis vivre cette aventure, puis voilà, on est là devant vous, et on est heureux de vous présenter ce film. Reda, raconte-toi, avant qu'on passe la parole aux non-acteurs qui sont devenus acteurs pour le film. Reda, toi, qu'est-ce qui fait que tu dis oui, sachant qu'ils n'ont pas écrit une ligne, quand même, c'est une escroquerie totale, quoi. Déjà, ils viennent jusqu'à moi à Montreuil. Oui, à la station-service. À la station-service, au café de Bilal qui est là. Oui, mais bon, on a bon espoir pour qu'il réouvre prochainement, donc voilà, c'est dit. Non, déjà, on s'est rencontrés à ce moment-là, et puis effectivement, c'était tellement évident comme rencontre. C'est difficile d'expliquer pourquoi, avec des gens, on sent qu'on a de la route à faire ensemble, et moi je l'ai senti de manière très instantanée, très immédiate avec Olivier et Eric. Et puis ils m'ont laissé le DVD de ce documentaire qui s'appelait On devrait en faire un film. J'ai regardé, juste après notre rendez-vous, j'ai regardé le film et je savais que j'avais envie de faire leur film. Je le savais, j'avais pas lu le scénario, je savais qu'ils écrivaient en pensant à Vincent et à moi. Pour moi c'était un honneur qui pense à nous pour cette histoire. Et puis je sentais, de par son sujet, de par l'histoire de Daoud et Stéphane, que ce projet-là réunissait tout ce que je cherche en fait dans le cinéma et dans la vie artistique globalement, quelque chose qui, je l'espère, peut avoir un impact. C'est très rare de tomber sur un film, on fait des films, etc., mais c'est très rare de tomber sur un film dont on se dit il peut faire changer des choses dans le regard des gens, il peut, en toute humilité, faire bouger les lignes quelque part. Et il fallait saisir cette chance d'en être. Et puis au-delà de ça, c'est très très dur finalement de parler de ce film sans parler tout de suite de Stéphane Benamou et Daoud Tatou en fait. Tout est parti d'eux. Les deux modèles du film, c'est les deux directeurs d'association. Qui ont inspiré nos deux personnages à Vincent et à moi. Et du coup, dès le début, plus que d'en parler comme un objet de cinéma ou comme peut-être certaines discussions, en plus dès que je fais un film, on vient de discuter ici, donc je sais que des fois on est dans une certaine discussion du domaine de la cinéphilie. Et là, j'espère que ça concerne la cinéphilie, mais notre monde, notre société, d'un point de vue beaucoup plus large. Alors, on va revenir sur le personnage dont ton personnage a été inspiré, mais d'abord on va passer la parole aux deux non-acteurs, puisque c'est comme ça que j'ai fait. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce film-là, et qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de jouer, en général, et de jouer dans ce film en particulier? Déjà, moi j'ai passé un casting, et on m'a pioché dans une agence. Et dès que j'ai passé le casting, après j'ai eu l'occasion de venir rencontrer Uncle Back. Et voilà. Dans une agence d'acteurs, du coup? Oui. Oui. Donc tu étais déjà acteur? Oui, mais depuis pas trop longtemps, depuis 1 an. D'accord. Du coup, tu avais déjà fait des films ou non, j'avais fait une petite apparition dans un film, mais sinon. Voilà. D'accord. Et du coup, ça se passe comment un casting avec eux? Tu dois jouer quoi? Qui tu vois? Ils te font jouer des scènes, des petites scènes extraits du film. Ouais. Et voilà, il n'y a pas de truc compliqué normalement. C'est facile quoi. En gros, ouais. Mais plus sérieusement, ouais, ils me font faire jouer des extraits du film et en filmant pour voir si ça passe en fait, voilà. Et Brian, toi tu as été choisi comment? Moi en fait, de base je suis rappeur,
Et il y a une directrice de casting qui m'a envoyé un mail. Dans la salle, hein, on peut lui... Plus près du micro, je suis sûr que quand tu rappes, Ouais. Elle m'a envoyé un mail à moi et mon groupe. Et du coup, on a passé un casting, pas pour ce film-là, mais pour une série qui s'est pas faite. Elle m'a rappelé 1 an et demi après pour le casting de ce film-là. Je l'ai passé. Et franchement, le rôle, il m'a plu. Non, franchement, c'était kiffant. C'est vrai qu'on avait on aime le groupe, nous, on s'est rencontrés dans le milieu des colonies de vacances et on se sent bien dans le groupe. C'était un vrai bonheur de constituer cette équipe parce que on a pris avec nous des vrais éducateurs, comme Djibril, qui joue le rôle de Fabrice dans le film, qui est un éducateur qui s'occupe d'autistes lourds avec Stéphane Benamou. Donc on a mélangé des jeunes acteurs, on a mélangé Ryan, des autistes, des éducateurs qui maintenant s'appellent entre eux éducateurs. Et c'était super, c'était vraiment une aventure passionnante à vivre. Évidemment, dans la liste que tu viens de faire, on se dit, mais diriger des autistes, ça doit quand même pas être simple, parce que c'est pas a priori votre boulot de savoir comment on les gère dans les contraintes de notre âge, qui est quand même quelque chose de très exigeant, des enjeux financiers, etc. Là, du coup, ils étaient qui, les autistes dans le film, et comment vous avez travaillé pour que la sauce prenne, j'allais dire, avec l'ensemble des autres acteurs, non-acteurs, etc. En fait, le film raconte l'histoire de l'inclusion, on s'est approprié à nous-mêmes, on s'est dit on ne va pas faire ce film-là avec des acteurs qui jouent des autistes. Donc on a fait le tour des associations en France, en région parisienne, pardon. On a trouvé une association qui s'appelle Les Turbulents, où ils sont des artistes autistes, c'est-à-dire qui font de la danse, du théâtre. Et on a proposé à dans cette association, qui est dirigée par quelqu'un qui s'appelle Philippe Duban, de faire un petit atelier de théâtre. Et à l'intérieur, on a découvert déjà Benjamin, qui joue le rôle de Joseph dans le film. Benjamin était, je sais pas, il nous a tout de suite touché. Il n'a pas de relation sociale au sens propre, c'est-à-dire qu'il ne parle pas vraiment, etc. Mais il y avait quelque chose il était attirant. Donc on lui a fait faire des exercices, on lui a fait faire des scènes. Il avait l'air de prendre du plaisir. Donc après, parce qu'il fallait quand même faire 25 jours, après c'est du temps. Il est obligé de s'habituer au décor, il est obligé de s'habituer aux acteurs, on est obligé de lui présenter, il ne peut pas jouer comme n'importe quelle personne. Par contre, après, ce qui est très étonnant, c'est que comme on fait les scènes 20 fois à chaque fois dans tous les axes, il y avait des médecins, des infirmiers sur le plateau, ils ont dit finalement vous avez un processus très autistique, vous répétez 50 fois le même truc. Finalement, il a trouvé sa marque là-dedans, il était très content de se remettre en place, de repartir dans la scène, et puis il a conquis toute l'équipe en très peu de temps. Il a mis une ambiance particulière, parce qu'il dit ce qu'il a envie de dire, il est imprévisible, et du coup ça a créé plein de fois des moments. Quand il est content ou quand il aime bien quelqu'un, il met la tête sur l'épaule, il s'est mis à mettre la tête sur l'épaule des comédiens, des techniciens. Enfin, on a vécu quelque chose avec toutes les personnes qu'on a fait rentrer. Un autre exemple que je trouve assez flagrant, c'est que comme il y avait des vrais éducateurs et des vrais enfants, il arrive qu'ils fassent des crises. Et ce qui est marrant, c'est que l'espace était vraiment un espace de rencontre, parce qu'à un moment, tous les éducateurs demandaient à Vincent ou à Reda, alors le cinéma c'est comme un truc de dingue, on refait les décors, etc. Puis d'un coup il y a un enfant qui faisait une crise, c'est eux qui le géraient, et 2 secondes après c'était tous les acteurs qui demandaient alors qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment vous réagissez. Donc c'était un espace de dialogue qui a été capté à l'intérieur du film. Et du coup, pour Benjamin, si j'ai bien compris, il a inspiré certaines scènes du film, parfois même certains dialogues, et il a même changé le rôle de quelqu'un qui n'était pas actrice et qui finalement se retrouve être dans le film. Brigitte. Brigitte. Je crois pas qu'elle soit là. C'était l'habilleuse du film, mais comme elle mettait beaucoup la tête sur son épaule, à un moment on s'est dit ça serait mieux que ça soit toi qui joues. Brigitte, Marine, super. Qui a été finalement très bien. En fait, il fallait s'adapter tout le temps à cette différence qui était, pour le coup, on l'a tous compris, une vraie richesse sans édulcorer le tableau. Vraiment, ça a été un tournage particulier. Alors, je pose une petite dernière, puis après on passe la parole à Jacques. Tu parles d'édulcorer le tableau, et évidemment, on sait que sur des sujets comme ça, la difficulté, ce serait de faire un film un peu mièvre, quoi. De jouer uniquement sur les bons sentiments, et du coup, de susciter une espèce d'émotion facile, et le film ne tombe absolument pas là-dedans. Il y a quelque chose de vraiment extrêmement touchant et très fort dans le fait, par exemple, de réussir à faire sortir le spectateur avec une impression comme ça, assez favorable, assez énergique, notamment grâce à cette scène de danse formidable,
Alors que fondamentalement, si on reprend un peu le scénar, bah, il a été pris à l'essai, mais finalement il ne sera pas repris. Celui qui est enfin allé assez loin, on y était presque, ça y est, on y est, mais en fait, il ne faut quand même pas déconner, il déclenche quand même l'alarme. C'est-à-dire qu'en réalité, ça se termine sur un certain nombre d'échecs individuels, les cas, entre guillemets, qu'on a suivis pendant le film, et néanmoins, il y a cette espèce d'élan qui fait qu'on se dit que l'essentiel est ailleurs et qu'on a pris en compte les résistances systématiques pour ne pas être dans le mièvre, justement. Comment vous avez géré ça, cette question-là du bon sentiment comme un possible obstacle à la qualité ou à la réussite du film? Déjà, en n'éliminant pas la violence, parce qu'il y a une violence, on voit les crises, on les a préparées, on les a observées, elles sont quotidiennes quand on est dans ce monde-là. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et puis en essayant de traduire au plus juste ce qu'on a ressenti dans les 2 années qu'on a passées avec eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans un côté... ils sont dans des petites victoires. Il n'y a pas de grandes victoires. Parfois, pour certains, c'est rien de passer un pont. Voilà, pour Joseph, c'est l'histoire du film. Il arrive à pas tirer la sonnette d'alarme. Mais en racontant ça, on n'a pas éliminé la bonne humeur et l'énergie qu'il y a à l'intérieur de ce groupe. Donc on a essayé de traduire de façon assez juste ce qu'on avait ressenti. Et il n'y avait rien de... Personne n'est mièvre dans cette association. Donc on a essayé de respecter nos sensations, nos sentiments et de les traduire. Et pour les 3 acteurs, juste avant de passer la parole à la salle, comment vous avez joué avec les autistes, puisque tous les 3 vous étiez confrontés à des non-acteurs qui étaient vraiment affectés par la maladie que le film. Du coup, comment ça s'est joué? Comment vous vous êtes apprivoisé? Quelles ont été les surprises de cette confrontation? J'aime bien entendre ce que dit Eric sur le fait que les acteurs sont assez autistiques dans leur comportement, de faire la même chose, d'avoir le geste toujours posé au même endroit, à la mise en place, etc. On se retrouve dans un cadre qui est à la fois vertigineux et sécurisant. Donc on se capte en fait avec les gens avec lesquels on joue, et puis par moment, mais que ce soit avec un acteur, un autiste, un acteur professionnel, avec un acteur qui n'a jamais joué, que ce soit entre 2 acteurs, le process il est à réinventer toujours. Et par moment, il y en a un qui mène la danse et l'autre le suit, et puis à d'autres moments, il faut suivre, et ça dépend pas de notre carrière ou de l'expérience qu'on aurait pu capitaliser. C'est une chose de l'instant, et avec ce qu'on a à jouer et qui on est les uns les autres. Donc du coup, pardon... Je disais de l'instant et de l'instinct, du coup. Oui, de l'instinct, et puis ouais, du coup les personnes autistes avec lesquelles on a joué, déjà une chose très importante, c'est qu'elles n'étaient jamais objetisées, comme le disait Eric, elles avaient du plaisir à jouer, et elles découvraient leur plaisir à devenir acteurs au fur et à mesure qu'on tournait le film. Donc ça, c'était une vraie base. Et puis, il y avait quelque chose de, comment dirais-je, sans a priori, en fait, sans a priori et sans arrière-pensée. Et nous, les acteurs, c'est un de nos ennemis, c'est du poison, les arrière-pensées, pour retrouver le présent. Eux ne vivent que dans le présent. Et quand on commence à approcher l'autisme, on nous apprend à oublier le temps. La notion de progrès, par exemple, la notion de au bout de combien de temps est-ce qu'on fait des progrès, etc. La notion de temps est à revoir totalement. Et donc on apprend des choses les uns des autres, en fait, voilà, en jouant ensemble. Brian et Ahmed, vous avez eu des difficultés particulières, sachant que voilà, c'est un premier rôle au cinéma, c'est a priori intimidant, et tout à coup on vous dit, en face de vous, il va y avoir des autistes dont on ne sait pas bien nous-mêmes comment on va les diriger, mais rassurez-vous, humainement, ça va être passionnant. Franchement, moi au début, j'avais peur un peu, je me disais, ouais, il y en a, il va me mettre un tard, il y en a, il va me mettre un coup, mais en fait, non. C'était adorable, en fait, c'est comme les petits frères, moi, après. Au début, j'avais du mal à m'approcher d'eux, tout ça, vu que c'est la première fois que j'ai rencontré des enfants autistes. Au final, ça s'est bien passé tout le long du tournage, et franchement, j'étais très content. Ça veut dire que tu n'en as pas rencontré avant que vous commenciez à tourner? Non. Pour pouvoir servir le personnage qui a le même parcours, quoi. Exactement. Pas mal. Bien joué, les gars. Nous aussi, on avait peur de se prendre des coups de tête. Ah oui, En revanche, Ahmed a fait vraiment des stages dans l'association. Vas-y, Ah oui, pour ma part, et pour la part de comédiens aussi du film, on a eu le droit à des stages, voilà, au sein des associations, pour nous sensibiliser déjà à comment ça va être le jour du tournage. Et comme l'a dit tous, au début on a peur de
un coup de tête, un truc comme ça. Mais après, on se rend compte qu'en fait, ils sont adorables. Et ils sont très 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 attachants. Surtout Alexis, je sais pas si... Et même pour tous les autres, même les éducateurs, tout ça, ils sont vraiment attachants. Et ça nous a permis de fonder un truc, même pendant toute la durée du tournage. Et c'est ce qui a donné ce film. Je fais une confidence personnelle très très courte, mais moi, le film me bouleverse parce que j'ai été moniteur, à défaut d'être directeur de colo, et le gamin que j'ai préféré de ma carrière de 10 ans de moniteur de colonie de vacances, c'est un gamin autiste, qui était démentiel, enfin, une espèce de générosité, de drôlerie, d'intelligence. J'en suis toujours pas revenu, ça continue à m'émouvoir aujourd'hui quand je pensais que, autant pour le coup, on lui donnait une durée de vie extrêmement courte, et du coup, il y avait une espèce de densité de présence, de rapport aux autres, qui est un truc que j'ai jamais ressenti avec aucun enfant sur une délai aussi courte. Fin de la parenthèse. Qui veut poser la première question et mettre la première réaction? Bonjour, je m'appelle Lucinda, je suis éducatrice. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir fait un film qui montre un peu les réalités de notre métier. Merci beaucoup. Et bon, j'ai eu des réponses aux questions, vous les avez données, que je voulais poser, mais je voulais vous remercier aussi d'avoir montré ces personnes comme des personnes à part entière, comme des individus, et pas d'être tombé dans le piège de la bête de foire à sensation qu'on peut avoir dans certains reportages chocs avec ces autistes qui se frappent la tête contre les murs, etc. Vous avez su dégager des individus avec des désirs et vraiment vous avez su partager ça et je voulais vous remercier pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Quelque chose qui n'a pas été évoqué dans vos explications, c'est la position des parents. Parce que les parents sont un petit peu... on en perçoit quelques-uns. La phrase de la maman, qu'est-ce qu'il va devenir quand je serai plus là? Les parents qui jettent l'éponge, fatigués, tout en sachant que la grande majorité des associations qui existent dans le domaine médico-social ont été créées par des parents à l'origine. Et peut-être que c'est important de rappeler la place des parents, que ce soit auprès de leur propre enfant en situation de handicap. Moi, je suis maman, pas d'un enfant autiste, mais d'un adulte avec trisomie, mais je vois beaucoup de parallèles, notamment dans le regard de l'autre, dans la façon de prendre en charge, même si c'est un mot que j'aime pas bien. Et je trouve que ça a été montré avec pudeur, mais il ne faudrait pas oublier cette facette aussi de la problématique. À côté de ça, merci vraiment d'avoir montré le quotidien des personnes qui travaillent à côté de ces enfants, adolescents et adultes autistes. Il y a quelqu'un qui est dans la salle qui avait dit un jour, quand on commence à mettre le doigt dans le domaine du handicap, on y met la main et après on y passe toute notre vie. Je pense que vous y avez mis le doigt, la main. Peut-être que vous allez y consacrer le reste de votre carrière, j'en sais rien. Si c'est pour donner des œuvres de cette qualité, allez-y. Merci. Juste une précision sur l'histoire, sur la position des parents. C'est vraiment beaucoup de parents qui ont inspiré l'envie aussi de ce film. Hélène Vincent, dans le film, représente ce point de vue. On a essayé, à travers l'enquête de l'ICAS, qui raconte un peu les différents points de vue, de ne rien omettre. Mais il faut savoir quand même que toutes ces associations, elles partent d'une envie de soulager les parents. Parce que les deux médecins qui ont poussé Daoud et Stéphane, que sont Brissel Keskri et Moïse Assouline, ne sont venus vers eux que pour leur dire il faut faire quelque chose pour les parents, parce qu'ils s'en sortent plus, parce qu'ils n'ont pas de répit. Et les premiers jobs qu'ils ont eu, c'était juste de venir, de prendre les enfants 2 ou 3 heures le week-end pour que les parents puissent respirer. Tout vient des parents, et ça c'est une évidence. Après, nous, ce qu'on a décidé, c'est de mettre en exergue le parcours de ces deux-là qui ont été plus loin, justement, et qui ont anticipé que d'autres n'arrivaient plus à s'en sortir. Mais pour nous, le rôle d'Hélène, et quand elle dit plein de choses qu'on a entendues, ils sont mignons quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, le regard des autres n'est plus tout à fait le même. Il y a plein de phrases qui ont résonné, celles que vous avez mentionnées tout
tout à l'heure, et puis elle a dit aussi, on est dans le combat immédiat, quand ils sont petits, on n'a plus la perspective de l'avenir. Et puis le monde se divise en deux, ceux qui vous aident et ceux qui vous regardent plus. Enfin, les phrases des parents sont quand même, j'ai l'impression qu'on a essayé de ne pas les oublier, pour essayer de répondre. Bonjour, alors moi j'aimerais parler en tant qu'autiste Asperger en fait. Et tout d'abord, vous dire merci, parce que je me suis énormément reconnu dans le profil de Valentin. Surtout la scène sur le périphérique, que j'ai vécu plusieurs fois sans monter sur la route. Et le truc c'est que je vois aucune différence entre son ressenti et le mien de ce qui est montré dans le film. C'est juste que j'ai su rester discret, mais comment dire, merci pour montrer ça et comprendre que l'autisme c'est pas une maladie. On est des gens, c'est juste que c'est tellement difficile d'être, comment dire, personne m'a jamais aidé. J'ai la chance d'avoir ce qu'on appelle un autre trait du spectre autistique, qu'on appelle le haut potentiel intellectuel, qui fait que c'est comme si j'étais moi-même en train de me prendre en charge. Donc ça a marché, mais on a vraiment besoin d'associations comme ça. Et merci beaucoup de faire un film comme ça. Merci. Cette fugue, là, d'ailleurs, elle correspond à une scène que vous avez un peu vécue pendant les 2 ans où vous avez accompagné les associations. Oui, cette fugue, on vous l'a racontée sur un enfant qui avait fait une bonne partie du périph'. Et malheureusement aussi, pendant le tournage, il y a aussi un des enfants avec qui on a tourné, qui s'appelle Mathieu aussi, qui a fugué aussi. Donc, c'est un cas vraiment, oui, qui est très courant. Et à chaque fois, c'est un stress exactement comme ce qu'on a montré dans le film. C'est du 24-24 pour tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de les retrouver au plus vite, quoi. Malheureusement, une réalité. Oui, bonjour. Tout d'abord, effectivement, un grand merci. Je m'appelle Odile. Pendant 20 ans, j'ai été infirmière en maison d'accueil spécialisée pour polyhandicapés mentaux et moteurs, dont au moins la moitié n'avait pas l'accès à la parole. Mais il y a un tel retour affectif avec ces jeunes ou moins jeunes que c'est un enrichissement et qu'on ne peut plus travailler ailleurs après. Parce qu'effectivement, même s'il n'y a pas la parole, il y a d'autres moyens de se faire comprendre. Et c'est merveilleux, j'ai pas d'autre mot. C'est vraiment merveilleux. Et je trouve lamentable que des gens se détournent devant des jeunes en fauteuil, ou pas en fauteuil, mais qui ont une allure qui n'est pas conforme à leurs normes. Mais qu'est-ce que la norme, en fait? Poser une bonne question. Qu'est-ce que la norme? C'est aussi pour ça qu'on l'appelait hors norme, pour poser toutes ces questions. Il est dingue, ce film. Il est incroyable. C'est un sujet vraiment délicat et vous le traitez avec un grand sourire, une force incroyable. Je vous souhaite un grand, grand succès. Juste sur la question de la parole, j'ai cru comprendre dans une de vos interviews qu'en fait, le pitch pouvait être celui-ci, je vais le formuler, et ne correspond plus exactement à ce qu'est le film. J'ai l'impression que vous en parlez parfois en disant, voilà, c'est un peu le projet de film qui traite de gens qui n'arrivent pas à communiquer, qui vont finir par mettre en rapport des gens qui, dans la société réelle, ne communiquent plus, pas. Et si j'ai bien compris, vous faites allusion au fait que chacun des directeurs d'association dans le film est par ailleurs juif pour l'un et musulman pour l'autre. Or, cette question-là, elle est présente dans le film. Hein. On voit clairement que l'un est musulman, il le dit dans le rendez-vous, 3 enfants, tout ça. Et l'autre est clairement juif et on voit l'environnement. Mais vous avez choisi, si j'ai bien compris, de le laisser d'une certaine façon à distance, de laisser cette appartenance religieuse à distance, pour qu'elle soit moins peut-être au devant de la scène que ce que vous aviez imaginé avant, non? D'abord, c'est présent et ça a toujours été dans toutes ces associations. Tout ce qu'on a vu, c'est effectivement des identités différentes, des origines différentes, mais quelque part qui s'effacent un peu devant ce qui se passe et devant
le fait de s'occuper de gens vulnérables. Et en fait, je dirais plus que, d'abord, ça aurait pu être, si ça avait été trop saillant, ça aurait pu être un sujet détourné par rapport à la presse, par rapport à ce que veut dire le film, et ça nous aurait mis ailleurs de ce qu'on a envie de raconter, parce que ce qu'on a envie de raconter, c'est exactement ce qu'a dit Madame, je reprends, c'est où est la norme et où est la marge. Ça, c'est ça, c'est quel est l'enjeu et l'ambition de ce film, c'est de se dire qu'on évolue dans une société où on nous explique qu'il y a quelque chose comme ça, une espèce de convention qui a appelé quelque chose la norme et puis qui a appelé quelque chose la marge. Et je pense qu'une société doit s'interroger régulièrement sur cette notion et la questionner, parce que parfois, ce qui est normal pour moi n'est pas pour l'autre, et c'est exactement ce que nous on a ressenti. Et effectivement, moi je trouve plus normal que les gens se parlent, et même s'ils ne sont pas de la même confession, je trouve que c'est normal que les gens s'investissent pour eux. Et c'est pourtant toute cette catégorie qui est un peu hors norme, comme on l'a montré dans le film. Donc le mettre trop en avant aurait été une erreur, ne pas le traiter aurait été aussi une erreur. C'est à la hauteur de ce qu'on voit quand on va dans l'association, c'est pas vraiment un sujet. Par contre, visuellement, c'est quand même toujours assez étonnant. Olivier racontait que quand on rentrait dans l'association, je sais pas, ils sont logés dans une synagogue à Saint-Denis, il y a des filles qui ont la tête couverte, d'autres qui ont des fois différentes, etc. Mais ça n'est pas le sujet. Et est-ce que finalement, c'est pas la bonne place du religieux, c'est-à-dire de s'occuper d'autrui sans avoir à s'opposer des vérités les uns les autres? En tout cas, nous, ça nous a rassurés, et nous, on a trouvé ça plus normal. Pour revenir sur le titre, oui. La beauté du film, c'est que le rapport au titre évolue pendant la durée du film, parce qu'évidemment, dans un premier temps, on se dit que vous allez traiter de la norme, des personnes normales et d'autres considérées comme anormales, et que du coup, la question de l'autisme est traitée par la perception sociale qu'on peut avoir d'un autiste comme une personne anormale que le film va bousculer. Et puis progressivement, on se rend compte que en fait, vous allez ailleurs, c'est-à-dire que ce qui est hors norme, c'est aussi les associations elles-mêmes, évidemment, puisqu'elles sont hors cadre, et que là, vous allez aussi, d'une certaine façon, être assez offensif pour revendiquer un droit à l'anormalité de ces associations qui ne peuvent pas rentrer dans les cases, d'une certaine façon. Oui, mais je trouve aussi qu'ils entraînent tout le monde avec eux, c'est-à-dire il n'y a pas de bons et de méchants, les médecins finalement deviennent eux aussi hors normes puisqu'ils les envoient là-bas, et puis finalement même l'IGAS, qui dans son rapport était mandaté pour fermer l'association, ne la ferme pas. Donc à un moment, quand on la questionne, la norme, et qu'on peut la transgresser parfois, on peut la redéfinir, c'est là où la question et la remise en question fondent à mon avis l'intelligence de ces personnages, c'est de ne pas rester sur des endroits figés on nous dit, voilà, c'est comme ça et on ne peut pas le transgresser. Et les hôpitaux en souffrent, à mon avis, les médecins en souffrent, parce qu'elle le dit, nous on a des protocoles, on ne peut pas en sortir. Eux, avec leur foi ou leur cœur, arrivent à innover et donc à sortir des clous et à faire d'autres choses. Je pense que c'est aussi, pour revenir sur le côté, on va dire, confession et mélange, etc., je pense aussi qu'on nous montre beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas dans la société. On en a beaucoup à la télé, sur les chaînes d'infos et dans les reportages, mais ça ne nous donne pas non plus totalement le droit de ne pas mettre en valeur ceux qui, eux, fonctionnent intelligemment ensemble. C'était aussi un des pans de ce qu'on avait envie de raconter. Ben, si on l'avait mis trop en avant, on aurait dit c'est ça que vous voulez raconter. Non, c'est aussi ce qu'on voulait raconter, c'est pas le sujet. Il y a 16 sujets à l'intérieur qui répondent tous à la même définition. Qu'est-ce que la norme? Qu'est-ce que la marge? Bonjour. Alors, je voudrais faire un remerciement moi aussi parce que mon petit cousin, en fait, il est autiste et classeur. Il m'a rappelé son classeur à lui. Donc, merci pour avoir fait un film comme celui-là. Je voudrais traiter du sujet de la peur, qui est ce qu'on ressent en permanence. Alors, moi, je suis parent, mais je pense que aussi les professionnels ressentent beaucoup une peur le risque de perdre un jeune, le risque qu'il y ait un accident. Et les médecins aussi le ressentent, l'administration aussi. On voit bien que cette peur, elle conduit à l'enfermement. Et c'est ça qu'il faut quitter. Donc vous montrez très bien ça dans ce film, au moment où il faut parler d'inclusion, qui est une chose très très difficile à envisager, qui, moi personnellement, me fait très peur, parce qu'il
il faut se lancer, il faut faire confiance, il faut prendre des risques, et il faut accepter qu'il puisse y avoir un accident. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense que vous le montrez très très bien dans ce film. Voilà, et vraiment, je pense que ça sera très utile. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez aussi montré que hors norme, c'est l'État de notre pays qui est hors norme, hein, cette enquête. La loi de 2005, elle ne s'applique pas. Ben, il y a 10 ans, il manquait 100 places en Seine-Saint-Denis pour les enfants. Aujourd'hui, 14 ans après la loi, il manque 400 places. Voilà. Donc, il faut remercier toutes ces associations, et c'est bien dans votre film d'avoir bien montré ça, c'est-à-dire cette enquête de l'IGAS là, qui est sur les normes, alors que quand on les met devant le fait, moi je les aurais laissés avec les enfants. Voilà. Ouais, il ne faut pas hésiter, quoi. Voilà. Je vais faire un petit point sur les chiffres d'ailleurs, où on en est aujourd'hui, des associations et des enfants et adolescents qui devraient être accompagnés et qui ne trouvent pas de foyer d'accueil. C'est-à-dire que sur les cas complexes comme ça, il n'y a pas de place, et comme le raconte le film, les institutions font une forme de casting, c'est-à-dire que quand on est trop violent ou quand il y a trop de... On ne peut pas les prendre, donc c'est pour ça que ces associations les acceptent sans condition, et elles sont nombreuses, on en a mis 2 en valeur, il y en a d'autres évidemment en France, on les rencontre, on fait le tour de France, beaucoup de gens sont confrontés à ça. Aujourd'hui, ce qu'on raconte dans le film est vrai, il y a des listes d'attente partout, il y a la Belgique, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont envoyés en Belgique, parce que les institutions avec là-bas, les normes sont moins exigeantes qu'en France, donc ils ont ouvert des centres, mais aujourd'hui, on est en retard, on le sait qu'on est en retard, et les chiffres, ils sont plutôt affolants. Vous l'avez déjà montré à des autorités politiques nationales? C'est en cours. D'accord. C'est en cours. Moi, je voudrais que vous reveniez sur le travail avec le personnage de Valentin, s'il vous plaît. Oui, alors là, c'est très particulier parce que quand on a commencé la préparation, évidemment, on a écrit en mettant un peu de côté la faisabilité. On a écrit en fonction de ce qu'on voyait, et après, on s'est dit, bon, on verra comment on va procéder pour l'incarnation. Et pour le rôle de Valentin, ça a été particulier. On ne pouvait pas prendre un jeune autiste, parce que les médecins nous ont dit c'est impossible de refaire faire des crises, ce serait contre-productif, puis vous n'y arriverez pas, et puis c'est pas moral et éthiquement, ça c'est pas possible. Donc on a essayé de trouver un jeune, et Marco Locatelli, donc, qui est le jeune Valentin, qui s'est présenté au casting, et en fait c'est le grand frère d'un autiste et d'un cas hyper complexe, comme les cas qu'on décrit dans le film. Et il a passé des essais et il nous a dit ça va peut-être m'aider à me rapprocher de mon petit frère. Et en gros, bon, il est un peu calqué ce qu'il vit au quotidien avec son petit frère. Donc même lui, Marco, qui n'est pas autiste, il avait quand même une connexion. Donc pour nous, ça faisait totalement sens aussi pour ce film. Donc on a beaucoup travaillé avec lui, avec des coachs comportementaux. Puis il avait son petit frère toujours en tête. Donc même à son niveau aussi, ça a été une expérience très, très forte pour tout le monde. Il y a un aspect intéressant du film aussi, qui est la complémentarité des 2 associations, c'est-à-dire celle des référents et avec celle des autistes. Alors, est-ce que c'est l'histoire particulière dont vous êtes inspiré, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs Non, c'est particulier au fonctionnement qu'ils ont eu les 2, parce que dans la vie, c'est occupé de faire de la réinsertion, d'aller chercher des jeunes dans les quartiers et de leur proposer de devenir, le mot est important, des référents. C'est-à-dire des gens qui deviennent une référence. Pour eux, c'est important, ça les valorise, ça les gratifie. Et il a trouvé aussi qu'ils avaient un rapport par rapport à la violence, par rapport à... qui apportait, l'un à l'autre, ils s'apportaient des choses. Et puis il y a eu des relations incroyables qui se sont formées. Je ne dis pas que ça fonctionne à chaque fois, mais les fois qu'on a observé des rapports vraiment impressionnants. Donc, c'est propre à ces associations et à leur collaboration. C'est ce qui faisait aussi le jus du scénario possible. Et Reda, toi, dans quelle mesure tu t'es inspiré du vrai Daoud? Dans la mesure où ce film est vraiment dédié à Daoud et Stéphane, donc dans la mesure où c'est une forme de responsabilité de jouer quelqu'un comme ça.
Effectivement, pour rebondir ce que tu disais, Eric, sur le rapport entre le relais Île-de-France et le silence des justes, et les jeunes qui sont recrutés au relais Île-de-France, formés, etc. Une des premières choses dont on a parlé Daoud, c'est cette notion du 1 pour 1, donc un référent, un autiste, et finalement deux formes de population socialement ostracisée, mal comprise et hors de la norme, qui vont finalement s'aider mutuellement. Il y a vraiment cette chose-là de moins plus moins égale plus. Et ça se vérifie, ils ont des résultats extraordinaires sur tous les jeunes qui ensuite passent des diplômes, etc. Enfin, de manière très pragmatique, ça fait ses preuves. Donc ça, c'était pour parler Je vais me dire quelque chose, c'est qu'il y a une statistique géniale chez Daoud, c'est que 100% des jeunes qui sont formés là-bas trouvent du travail. 100%. Donc ça veut dire quand même qu'ils sont demandés dans les institutions, dans les hôpitaux de jour, etc. Parce que ça veut dire qu'ils ont eu une formation avec la catégorie la plus complexe. Parce que c'est des gens qui ne comptent pas leur temps, qu'on peut appeler à 2h du matin parce que l'imprimante ne marche pas et Daoud, il va laisser sa famille pour aller chercher des cartouches la nuit. Enfin voilà, c'est ce domaine-là d'engagement. Ça n'aide pas la vie amoureuse. Il faut choisir dans la vie, et puis il y a un temps pour tout. Je pense que, ça vous... Alors ça, c'est la partie la plus fictive pour Daoud. C'est que Vincent Cassel, on voulait le mettre en galère avec des femmes en général. Ça on a marre on avait vu les journaux à scandale. J'en profite qu'il n'est pas là. Extraordinaire d'ailleurs dans ce rôle en galère. Rôle de composition. Oui, absolument, j'en témoigne. Mais pour le reste, avec Daoud, on a vraiment passé du temps. D'ailleurs, juste après cette fameuse rencontre à la station-service à Montreuil avec Eric et Olivier, ce qu'on est allé faire, c'est aller voir Stéphane dans son association et Daoud, et vraiment on a passé une demi-journée. Et c'est en sortant de ce rendez-vous que je vous ai dit, allez les gars, on fait le film. J'ai pas besoin de scénario, on y va. Et puis ensuite, avec Daoud, on a passé du temps. Moi, j'ai passé vraiment du temps. J'avais besoin aussi pour vaincre l'appréhension de se prendre des droites ou des coups de boule, mais pas seulement, de passer du temps avec les jeunes autistes, de s'apprivoiser mutuellement avant le tournage, de mieux comprendre le travail des référents, d'observer Daoud. Et ça, j'ai fait des journées où je partais avec le van le matin pour aller chercher les jeunes chez eux et manger ensemble, faire des activités, etc. Et puis ensuite, j'ai suivi Daoud au Maroc pour la construction du premier centre de prise en charge d'autistes en Afrique du Nord qui va ouvrir là d'ici 1 an ou 2. C'était l'occasion de passer du temps ensemble, des jours ensemble. Et pour l'anecdote, parce qu'ils ont vu le film Daoud et Stéphane, moi j'étais devant mon téléphone à l'heure où je savais que la projection se terminait et j'espérais qu'ils allaient nous valider et qu'ils allaient pas être déçus, parce que quand vous interprétez des gens réels et en plus des gens de ce niveau d'engagement et de ce niveau de gratuité dans tout ce qu'ils donnent, c'est une sacrée responsabilité, pour ne pas dire la pression. Voilà. Madame. Merci beaucoup pour ce film hors norme. J'ai juste un regret qui va être aussi un bémol et un grain de sable. Quand je vous vois tous les 5 présenter le film, vous êtes en plein dans la norme sociale actuelle, dans la mesure où sur la scène, il n'y a aucun acteur autiste. Voilà, madame, il est un peu tard. Tout à fait d'accord avec vous. On ne souhaite pas, après je laisserai Eric et Olivier répondre, mais c'est la dignité en fait qu'a parcouru tout ce projet, et la manière dont ça s'est passé, la délicatesse avec les personnes en situation de handicap avec lesquelles on a tourné, etc. Et il me semblerait vraiment bizarre qu'on arrive avec des autistes sur la scène après la projection. C'est pas un spectacle tout ça, c'est la vie vraiment. Et donc on préserve ces gens-là, mais croyez-moi, on était d'ailleurs tous ensemble à Cannes, on a présenté le film ensemble, on a fait la fête et tout. Et croyez-moi, dès qu'il y a quelque chose à célébrer, on le fait avec eux. Quelle relation avez-vous eue avec les
parents des autistes? Parce qu'il a certainement fallu avoir des autorisations. Est-ce que vous les avez réunis? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Et est-ce que vous avez été contraint de ne pas sélectionner certains enfants parce que les parents ne le souhaitaient pas? Maintenant, on a effectivement demandé à chaque parent quel était son sentiment. Ils ont lu les scénarios, évidemment les parents de Benjamin, et tous les parents avaient leurs enfants dans ces associations et se rendaient bien compte quand même que ce film pouvait servir éventuellement à un moment la cause des deux acteurs principaux de ces associations pour le coup. Donc on n'a pas eu de refus. Non, tout le monde a accepté. Tous les enfants qui sont dans le film, évidemment, ont eu vraiment l'assentiment des parents qui étaient évidemment conscients de ce que ça pouvait aider. Leur seule phrase a été si ça peut les aider eux, vu ce qu'ils ont fait pour nous. Enfin, il y en a qui nous ont dit, je ne vais pas faire de sentimentalisme, mais qui ont dit qu'ils ont sauvé ma vie, ils ont sauvé mon couple, ils ont sauvé... Donc ils n'étaient pas en mesure de refuser. Ils auraient pu, par pudeur, etc. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un cas comme ça. Eh bien voilà, je vais rebondir sur la remarque faite par Madame par rapport à la présence des autistes, des acteurs autistes ici même dans cette salle. La place des autistes au sein de ce projet, la production, la direction, la scénarisation, mais aussi pour ce qui est du jeu d'acteur, est-ce qu'elle compte vraiment pour conceptualiser ce projet, c'est-à-dire l'avis des personnes autistes pour savoir quelle serait la meilleure façon de représenter cette population qui d'ores et déjà souffre énormément de stéréotypes, qui relèvent énormément de l'ignorance vis-à-vis de l'autisme, surtout ici en France où on a cumulé plusieurs années de retard, mais aussi par rapport au cas spécifique de deux noms que j'ai retenus. D'ailleurs, je pense que c'était les deux protagonistes à qui on a adressé un nom, à savoir Joseph et Valentin. Je dois avouer que moi-même, j'empathisais énormément envers ces deux protagonistes, puisque, étant moi-même autiste, je me disais, comment a pu vivre le personnage de Valentin, toutes ces expériences auxquelles il est passé, et que les personnes censées l'accompagner, après l'avoir sorti d'années d'internement, comment ça se fait qu'elles ne réagissent pas forcément, qu'elles ne comprennent pas la raison du pourquoi il réagit de cette façon-là, à savoir se taper la tête, à se faire du mal, à s'automutiler, se poser les bonnes questions pour savoir exactement pourquoi il fait ça, parce que pour moi, c'était clairement un cas très probable de stress post-traumatisme. Ce qu'il a pu vivre serait pu amener à ça. Et pour le cas de Joseph, c'était assez flagrant de voir que ce jeune homme, qui en pinçait pour l'une des protagonistes, qui pour le coup n'est pas autiste, qui fréquente sur le travail, il a du mal à l'aborder, c'est mal perçu, parce que clairement pour moi, il y a un gros manque au niveau justement de l'éducation sexuelle. Et c'est pas un hasard si pourquoi, dans les stéréotypes populaires, on se dit que la population autiste, tout de même la population handicapée en général, a tendance à être désexualisée. On ne se pose pas des questions par rapport à ça. Sans vouloir couper le cours au débat, c'est-à-dire que nous, on n'a pas, c'est la position qu'on a toujours eu avec Olivier, on n'a pas vocation à s'emparer d'un sujet pour délivrer un message, on a vocation à s'intéresser à un sujet, pour le questionner, pour poser des questions. D'ailleurs, je pense que c'est le rôle des artistes. Il y a beaucoup de spécialistes dans la société qui donnent leur avis définitif sur pas mal de choses. Nous, on n'a pas d'avis définitif, nous, on est des questionneurs. Donc on questionne la société qui nous entoure, et avec humilité, si possible. D'ailleurs, à un moment, Vincent explique à Dylan ce que c'est que l'autisme, et il termine par sa phrase, mais à la fois, on n'en sait rien. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut les sortir d'ici. Nous, c'est ça qu'on a voulu décrire. C'est le cœur dans une société qui est de plus en plus auto-centrée, refermée sur elle-même, et qui se dit normale. On a voulu mettre en valeur des gens qui, justement, regardent l'autre, le mettent en valeur et essayent de se préoccuper de l'autre. Je pense que leur combat est noble. Sortir des gens qui sont enfermés, c'est noble. Après, rentrer dans les problématiques dont vous parlez, on l'a sûrement fait dans notre imperfection, dans notre vision. Ce n'est que notre proposition. Elle ne engage d'ailleurs que nous. Et ce n'est que des questions. Il n'y a rien d'autre. On n'a pas d'arrêter de penser sur une façon de penser péremptoire sur ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait considérer. On a essayé de les mettre en valeur, de les mettre en... Voilà, de valoriser le parcours de gens qui s'intéressent aux autres. Après, rentrer dans les méandres de comment
on les a représentés, on y a été vraiment au maximum en s'approchant des parents, des éducateurs de ce monde-là, et en demandant aux médecins et aux encadrants si c'était bien de le faire comme ça. Après, on n'a aucune garantie à apporter là-dessus, je ne peux pas vraiment répondre là-dessus. Pourquoi plutôt de s'approcher des parents, des experts, qui pour le coup ne sont pas autistes pour la plupart, on se le dit clairement, s'approcher vraiment de la population concernée par cette problématique, à savoir les autistes en général, puisque à défaut d'apporter des solutions directes, ça apporterait d'ores et déjà des résultats très probants, énormément de changements qui amèneraient à un changement, pour beaucoup à un changement de paradigme, à reconsidérer notre vision générale que l'on a de l'autisme, mais aussi du handicap. On peut peut-être espérer que ce film participera humblement à ce changement dont vous parlez. En tout cas, on peut l'espérer. Et ça aurait déjà aurait pu être fait rien que pour le film, pour ce projet. C'est ce que nous avons fait. Tenter de le faire, en tout cas. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez, mais on l'a fait, on l'a tenté. Dans ce cas, qui sont les personnes autistes qui ont participé à l'élaboration de ce projet en termes de conseils à donner, de pistes, de tentatives de description même de ce qu'est l'autisme? Si vous avez des exemples concrets à fournir. Tous les gens qui ont participé au film, que vous avez vu, que ce soit à la patinoire, à l'équitation, sont tous des enfants qui sont de ces jeunes adolescents qui font partie de cette association, tous ceux qui dansent aussi à la fin. Ça a été un vrai projet d'équipe, et pour nous c'était nécessaire de faire jouer tous ces jeunes-là avec nous. Alors, oui, bonsoir. D'abord, un immense merci pour ce film qui a été extrêmement émouvant. Moi, je suis d'autant plus interpellée que j'agis depuis 8-10 mois en tant que bénévole dans un IME à Rony-sur-Bois, donc avec des ados qui ont entre 15 et 20 ans. Donc je viens faire simplement des séances de lecture. Et effectivement, comme disait le jeune homme, le jeune acteur, ils sont extrêmement attachants, on s'y attache beaucoup. Et je discutais l'autre fois avec une des éducatrices, puisque parmi ces jeunes, il y a un petit peu tous les profils. Il y a des autistes, il y a des schizophrènes, il y a des psychotiques. Et donc il y en avait un notamment qui est psychotique et qui peut avoir des crises de violence graves. Et je lui posais la question, mais que vont-ils devenir? Parce qu'ils sont tous autour de 18, 19, 20 ans. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe après? Et donc pour certains, ils essayent de les préparer à des ESAT, donc professionnels. Mais notamment ce jeune homme qui est extrêmement violent, elle me disait, lui, c'est clair, il va être dans une maison, il va être enfermé, quoi. Donc j'étais d'autant plus vraiment très, très émue, très intéressée d'apprendre l'existence d'associations comme ça. Et puis je voulais vous remercier aussi d'avoir montré la difficulté, notamment de l'insertion par le travail pour ces jeunes, puisque, par exemple, une jeune fille voulait se préparer à faire une préparation de cuisine, pour être en cuisine, et puis on lui a refusé parce que la jugeant effectivement trop lente. Donc c'était une immense déception pour elle. Et donc je vous remercie d'avoir montré, notamment avec ce monsieur Marchetti, la difficulté de l'insertion de ces jeunes. Donc en tout cas, vraiment un immense merci pour ce film. Bonsoir et merci. Le film est dédié à un certain Joseph. Est-ce que c'est celui du film? Johan. C'est Johan? Oui, Johan. Schmiro, excusez-moi. Non, c'est Johan, c'est la personne dont on s'est inspiré, que raconte Hélène Vincent quand elle parle. Elle raconte qu'il y a des parents qui ont fait le tour de toutes les associations. C'est en fait comme ça que l'association est née. C'est parce que Johan, les parents voulaient une colonie de vacances, ils s'étaient fait refuser dans plein d'endroits. Et Stéphane, Vincent dans le film, a dit oui. Les médecins lui ont dit que c'était une mauvaise idée, mais finalement il a beaucoup progressé. Et ils l'ont rappelé en lui disant qu'il ne peut plus s'arrêter là, et c'est ce qui a créé sa vocation. Donc c'est pour lui, comme il est décédé il y a 2 ans, on a décidé de lui dédicacer le film. Au final, après avoir bien réfléchi. Donc bonsoir, c'est de nouveau moi du coup.
c'est pour rebondir sur ce qu'a dit la personne autiste là-bas. C'est vrai que c'est très important de comprendre que l'autisme, en fait, c'est pas se taper la tête contre les murs. C'est être tellement différent dans sa manière d'appréhender la communication que, en fait, c'est extrêmement stressant et n'importe qui, dans la situation d'un neurotypique, donc quelqu'un de normal, entouré de plein d'autistes, se comporterait en se tapant la tête contre les murs et en se rabattant parce qu'il pourrait parler avec personne, personne ne le comprendrait, tout le monde penserait qu'il est fou depuis qu'il a 1 an, et il aurait du coup jamais appris les codes sociaux parce qu'il n'aurait pas pu apprendre sans avoir les mêmes outils d'apprentissage. Résultat, n'importe qui, dans la situation de stress dans laquelle on se retrouve quand on est seul, au milieu des gens qu'on aime, qui ne comprennent pas, qu'on ne comprend pas, avec qui on peut interagir, mais pas le moins du monde, c'est comme si on était d'une autre espèce en fait. N'importe qui se comporterait comme ça, et c'est vrai que c'est très important de comprendre que l'autisme, c'est vraiment pas le comportement, c'est le fonctionnement qui mène à de telles incompréhensions qu'on se retrouve dans un état de stress qui nous envoie à l'hosto. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est très important de dire qu'on est dans une situation que moi je qualifie de catastrophique en France. Le fait que plus des gens soient dans la détresse et seuls, et plus on les enferme, plus on les éloigne, et plus on les détruit, c'est assez dur à vivre. Ce film m'a beaucoup ému, et aussi parce qu'il montre que ça peut avancer. Et donc j'espère vraiment que vous participerez avec votre film à faire avancer cette situation. Pour finir, on va pas décevoir Reda qu'on va faire 3 minutes d'analyse filmique. Et juste comme ça, 3 minutes au passage. Non, je vais m'arrêter juste sur une scène qui est la scène où Dylan arrive à toucher le cheval. Non, pardon, l'autiste dont tu t'occupes arrive à toucher le cheval. Après l'échec de la première séquence, tout ça, et où il essaye de toucher le visage dans la foulée. Enfin, où il y a vraiment quelque chose là sur la question du toucher. D'abord parce qu'elle raconte quelque chose de ce que vous tentez dans le film, vraiment, qui est d'être très près de la sensation, notamment dans le travail très fin sur le son, et sur la place de la musique d'ailleurs, qui je crois n'a jamais été aussi importante dans vos films. Confère la très longue plage musicale finale, qui est un vrai risque, a fortiori dans un film sur cette tonalité-là, à la fois comique et dramatique. Enfin, il y a un truc, les gens de Gaumont, quand on est sorti de la première projection, disaient: est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment mettre des cartons aussi distants les uns des autres à la fin? Est-ce que cette plage musicale, ça passe, etc. Or, moi, je trouve ça bouleversant. Voilà, et donc, il y a cette idée d'être dans la sensation, y compris au moment de la fugue sur le périphérique, où tout à coup, les sons sont comme filtrés, où on est du coup avec lui, paumé, craintif, etc. Mais donc, j'en reviens à cette scène du toucher, parce que tout à coup, il veut te toucher la joue, et toi, tu t'en détournes, parce que là, pour le coup, c'est toi qui ne sais pas comment réagir à ce geste-là. Et en fait, ce qui m'intéresse là, c'est plutôt la jonction avec l'histoire qui suit, parce qu'après, on retrouve Vincent avec la maman noire, et la liaison, c'est il est envoûté. Alors, évidemment, du coup, cette question d'envoûtement, elle traverse les deux histoires, elle rebondit comme ça sur les autistes qu'on voit, mais aussi sur les autres, ceux qui sont supposés être normaux, tout ça, a fortiori juste derrière, puisque derrière, on va voir une scène d'envoûtement, qui s'appelle Un coup de foudre, qui est l'arrivée inattendue de ce rendez-vous galant de Dakar, là, voilà, qui est totalement hors des calendriers et des agendas partagés, tout ça. Voilà, et c'est hors agenda, quoi. Voilà, et cette scène-là est vraiment très belle, elle est très drôle, Vincent est absolument formidable, les deux femmes sont absolument magnifiques. Et puis il y a cette espèce de petit jeu sur comment tout à coup le hasard peut provoquer des liens à cause du placement numéro 5 dans la famille. Et derrière, je ne sais absolument pas si c'est fait exprès, mais dans le jeu de champ contre champ, il y a un bouquin qui s'appelle Flash 5, qui est derrière le personnage. Ah ouais, c'est exprès, voilà. Et qui tout à coup crée un truc un peu d'envoûtement, de magie, de... Très grand livre qui a failli avoir le prix Goncourt, c'est un livre de comptabilité. Ah oui, conseille d'ailleurs Flash 6, qui est encore au-dessus. Ah mais oui. Mais là, ça résonne moins avec la scène, tout ça. Voilà, et là, il y a un truc vraiment où tout à coup, le film gagne une espèce de fluidité. Il y a d'autres endroits du film, mais en circulant vraiment d'un personnage à l'autre, d'une histoire à l'autre, et en créant un truc qui a à voir avec la magie, quoi. Enfin, avec notre envoûtement de spectateur, tant le charme qui se dégage de ces confrontations-là, de ces duos, est communicatif au spectateur. C'est tout. Oui. Je tiens à dire que la dernière fois qu'on est venu, il y a une dame qui nous avait dit que Le Sens de la Fête, c'était un film sur le langage, et qu'on essayait toujours de parler de langage. Et je crois que, quand je t'entends parler,
Je pense que c'est encore un film sur le langage, et que le langage peut prendre d'autres formes en fait que les mots. Voilà. C'était ça un peu l'idée du film aussi. Ça me paraît de conclusion. Merci à tous les cinq. Merci à tous.